Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en live pour cette 18e édition de votre journée du CSE. Nous sommes le mardi 4 février, il est 10h32, les 2 petites minutes. Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude, hein. On est un peu malheureusement friand de ces petites minutes de retard. C'est la mise en place, quelques aléas du direct pour l'installation avec mes deux intervenants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une 18e édition de votre journée du CSE. Toujours cette fois-ci une petite nouveauté, on a changé l'heure de diffusion, on n'est plus disponible l'après-midi, on a décidé de faire ça plutôt le matin, donc changer l'heure d'écoute. Et puis on a coupé, même si vous aviez l'habitude d'être sur LinkedIn, peut-être certains d'entre vous sont sur YouTube, puisque nous avons également une diffusion en live de cet événement sur notre page YouTube. Je suis très heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir avec toujours cette même mission au sein de la journée du CSE, votre média web. Je donne la parole, je prends la parole et je la donne aussi à toutes celles et ceux qui ont des sujets, des expertises à partager pour tout ce qui gravite autour de l'entreprise dans sa globalité, avec quelques petites spécificités et un focus apporté également au comité d'entreprise. Donc je m'adresse aux élus, aux membres des ressources humaines et aux dirigeants d'entreprise. Pour cette 18e édition, je garde toujours ce credo d'inviter des nouveaux experts. J'en ai deux aujourd'hui. J'ai monsieur Thomas Roussineau, un avocat sur Paris, qui va vous faire le panorama des dernières actualités de l'environnement du CSE, avec tout ce que ça va impliquer comme conséquence sur l'année 2025. Il apportera également un focus très intéressant. Je sais que ça va peut-être parler à beaucoup d'entre vous. Quel est le degré, les règles de confidentialité de nos échanges personnels qui sont faits sur les outils professionnels? Dans les entreprises, on a souvent du Teams, on a souvent du Slack, on a également des échanges par mail. Quel est le degré de confidentialité de nos échanges qui sont sur ces outils-là vis-à-vis de notre employeur? Quel regard il peut avoir, lui, sur ces derniers? J'accueillerai ensuite à partir de 11h15, on a essayé de réduire un petit peu le temps de diffusion. À partir de 11h15, je recevrai Cédric Delomeni, coach consultant formateur, qui apportera lui un focus, on ne l'a pas encore travaillé, sur le rôle du CSE, quelles sont les prérogatives du CSE et des élus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'entreprise, qu'on appelle aussi donc le PSE. Il a changé de nom régulièrement. Vous le verrez, on a lui pour comprendre ensemble les rôles des élus. Live sur YouTube, live sur LinkedIn, vous avez la possibilité toujours de nous poser des questions. Vous avez toujours la possibilité d'interagir avec nous. Je vois que vous le faites sur le chat. Bonjour Fabrice, j'ai l'impression donc que ça fonctionne. N'hésitez pas à nous communiquer peut-être votre ressenti, ce qui vous amène à participer à la journée du CSE. Il y a beaucoup qui nous suivent régulièrement, qui sont là à chaque fois. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir vous donner la parole. Je vais faire apparaître à l'écran monsieur Thomas Roussineau, monsieur Cédric Delomeni. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. Ça fonctionne. Bonjour Cédric. Bonjour Émeric, bonjour Thomas et bonjour à tous les auditeurs. Ça qu'on dit, voilà. Et donc avec Thomas par rapport au panorama des actualités SE et les conséquences sur l'année 2025 avec le focus sur les règles de confidentialité. Cédric, je te retrouve. Tu peux bien évidemment rester connecté avec nous. J'aurai plaisir à donner la parole par la suite. Merci. Bonjour. Oui. Alors, je te donne la parole pendant 45 minutes. Tu as l'habitude de faire des webinars. Tu en as fait un d'ailleurs il y a temps sur LinkedIn. Tu as une audience qui est assez large, hein, une belle source de diffusion. Et donc, tu as décidé de nous préparer une intervention sur le panorama des actualités du CSE. Je te donne la parole avec ton... Voilà, tout marche bien, c'est parfait. Je vérifie que le support fonctionne. Oui, écoutez, tout va bien. Écoutez, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Alors, tout d'abord, une rapide présentation de votre serviteur. Donc moi, je suis avocat au barreau de Paris depuis 20 ans. Je suis docteur en droit. Je pratique le droit social en conseil comme en contentieux. Et donc, c'est une structure qui est à taille humaine, mon cabinet, donc qui permet une certaine réactivité, une relation privilégiée et puis aussi des coûts maîtrisés. Je vous ai mis tous mes coordonnées sur le PowerPoint. Le PowerPoint vous sera adressé dans le cadre de la newsletter, Journée du CS.
Écoutez, je vous ai mis mon site également et mon profil LinkedIn, étant précisé que, comme vous l'avez peut-être déjà constaté, je poste régulièrement des posts d'actualité courante sur l'actualité de droit du travail. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Voilà pour cette rapide présentation. Écoutez, moi, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est les messages échangés sur le matériel professionnel, c'est-à-dire sur la messagerie mise à disposition par l'employeur. Donc, comment l'employeur peut s'en prévaloir, quel est le degré de caractère privé ou non de ces messages, et comment on peut ou non les produire en justice. Et donc voilà, on va d'abord voir les principales règles applicables, et puis après, on verra rapidement, on abordera ensuite rapidement, on verra rapidement les règles applicables, et ensuite on abordera 6 illustrations récentes, puisque voilà, la jurisprudence nous a donné ces derniers mois pas mal d'illustrations très intéressantes sur différents cas de figure mettant en œuvre ces règles. Et pour finir, on verra, après ces messages, après l'actualité de ces messages, on verra quelques autres actualités intéressantes du 2e semestre 2024 et début 2025. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer tout d'abord par la production en justice de messages, donc sur l'ordinateur ou le téléphone du professionnel du salarié. Alors d'abord, il faut, avant de pouvoir aborder les illustrations, il faut d'abord voir quelles sont les règles en présence. Alors il faut savoir que les courriels, donc les emails adressés et reçus à l'aide de la messagerie électronique mise à disposition par l'entreprise pour son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les consulter hors la présence du salarié. Voilà, ça c'est le principe. Après, il y a des exceptions. La première exception, c'est s'il y a une disposition contraire du règlement intérieur. Et la deuxième exception, c'est si le salarié les a identifiés comme personnels. Je précise au passage qu'il y aura 2 plages de questions-réponses. Après cet exposé des messages professionnels, il y aura et les illustrations, il y aura une plage de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si c'est possible de les poser dès maintenant, au fil de l'eau, et je reprendrai ces questions. Oui. Au niveau de la plage de questions-réponses. Il y aura une deuxième plage de questions-réponses après les actualités qui suivront ce premier bloc. Donc voilà, donc 2 exceptions. L'employeur peut librement consulter un document non identifié comme personnel, un message non identifié comme personnel, mais il ne peut pas se prévaloir de son contenu si celui-ci relève de la vie privée du salarié. Donc le salarié, il peut identifier les messages comme personnels, donc pour pas que l'employeur puisse les consulter hors sa présence, je précise hors sa présence, on va y venir. Donc il peut les identifier comme personnels en indiquant personnel ou privé en objet ou en les classant dans un répertoire personnel. Donc dans ce cas-là, l'employeur ne peut pas les consulter hors la présence du salarié, même si l'utilisation non professionnelle de la messagerie a été interdite. Voilà, donc sous peine de connaître le délit de violation du secret des correspondances. Et toujours dans ce cas-là, l'employeur, s'il justifie d'un motif légitime, il peut demander en justice la désignation d'un commissaire en justice, d'un huissier de justice, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, à cette fin, et le procès verbal établi par ce dernier après ouverture du courriel en présence du salarié, donc de l'email identifié comme personnel par le salarié, donc on l'ouvre en présence du salarié, il peut être retenu comme preuve d'un manquement de l'employeur, de salarié, de l'intéressé à ses obligations, à une obligation découlant du contrat de travail. Deuxième série de règles, c'est l'évolution du droit à la preuve. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais en fait, depuis 2023, des arrêts importants de 2023, les éléments illicites ou déloyaux peuvent être, dans certains cas, produits en justice lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et sous réserve, donc le juge fait un contrôle, une balance des intérêts en présence, et il faut que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Donc des éléments déloyaux, illicites, portant atteinte à la vie privée. Donc là, on le verra après dans une illustration.
dernière série de règles, avant d'aborder les illustrations, c'est la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Donc, un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier une sanction ou un licenciement disciplinaire dans 2 cas. Premier cas, s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié. Alors, un exemple, des coups et blessures envers un subordonné à l'extérieur des locaux de l'entreprise, en dehors des heures du travail, mais à l'occasion de la récupération d'un véhicule de l'entreprise à son domicile. Donc là, il y a un lien avec la vie professionnelle. Deuxième exception, c'est la plus courante, si ça caractérise un manquement, le fait tiré de la vie privée caractérise un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple une obligation de sécurité. Par exemple, un salarié ayant laissé son chien dans son véhicule sur le parking de l'entreprise de son lieu de travail pendant 3 heures. Donc là, a priori, on est dans quelque chose de plutôt privé, le chien dans le véhicule, dans le parking de l'entreprise, mais l'ayant laissé s'échapper. Et donc, l'animal a mordu une salariée qui sortait de l'entreprise. Donc là, manquement du salarié à une règle de sécurité, à son obligation de sécurité. Voilà pour le rappel des règles. On a fait le plus dur. Maintenant, on peut s'amuser un peu, on peut voir les exemples, les six exemples tirés de la jurisprudence récente. Alors, première illustration, c'est un message, donc une décision du 25 septembre 2024, c'est un message privé sexiste envoyé depuis la messagerie professionnelle. Donc, dans notre cas, il s'agissait du licenciement pour faute grave d'une salariée pour avoir notamment entretenu une correspondance électronique, d'un salarié, excusez-moi, avec un subordonné et des personnes étrangères à l'entreprise grâce à la messagerie mise à disposition pour son travail. Ces messages à caractère privé, mais non identifiés comme personnels. Attention, c'est pas précisé qu'ils étaient identifiés comme personnels. Mais ces messages avaient une connotation, donc ils étaient à caractère privé parce qu'ils étaient échangés entre des membres de l'entreprise sans lien avec le travail. Ils avaient une connotation sexuelle avérée, mais ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel. Il s'agissait d'envois de blagues et de photos pornographiques qui ne ciblaient personne, ça c'est important, qui ne ciblaient personne de l'entreprise en particulier. Alors là, comme critère qu'on a vu tout à l'heure, messagerie professionnelle, non identifiée comme personnelle, mais la Cour de cassation a considéré que les messages étaient quand même privés. Donc, vous avez des messages non identifiés comme personnels, mais quand même considérés comme privés, parce qu'il n'y a pas de rapport avec l'activité professionnelle. Et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas de manquement du salarié à une obligation de contrat de travail. C'était des blagues, aussi limites soient-elles peut-être, mais échangées entre collègues, caractère privé, sans lien avec le travail, et donc pas de manquement du salarié, et le licenciement a été considéré comme nul, car portant atteinte au droit au respect de l'intimité privée du salarié. Voilà pour la première illustration. Deuxième illustration, c'était une décision un petit peu de même nature, c'était des échanges racistes, cette fois-ci, sur la messagerie professionnelle. Donc là, on passe encore un degré. C'était une salariée d'une CPAM qui avait envoyé avec son courriel professionnel des messages à caractère raciste et xénophobe destinés à au moins 2 autres salariés. Alors, échangés entre salariés de la CPAM, mais pas contre d'autres salariés. Attention, ça ne visait pas d'autres salariés. Et elle avait été licenciée pour faute grave. Alors là, quels sont les critères ? Messagerie professionnelle, non identifiée comme personnelle, comme dans le cas précédent, nature privée des messages échangés entre collègues, sans lien avec l'activité professionnelle, et, comme l'a considéré la Cour de cassation, pas d'incidence sur ses relations ses relations avec les usagers ou collègues. Donc, pas d'atteinte au principe de neutralité et de laïcité qui caractérise cet organisme public. Donc, message blague raciste, xénophobe, aussi scandaleuse soit-elle, échangée entre salariés de CPAM, ne visant aucun autre salarié. Et donc, la Cour de cassation a considéré que il n'y avait pas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Message de nature privée, pas d'obligation
pas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail et donc pas de faute à reprocher aux salariés. Troisième illustration, là, c'était des SMS injurieux envoyés avec le téléphone professionnel. Donc, c'était un salarié qui avait été licencié en raison de textos injurieux pour le président, émis avec le téléphone professionnel et envoyé à 2 anciens salariés ainsi qu'au directeur d'exploitation. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme critère? Téléphone professionnel, non identifié comme personnel. Alors, je ne sais pas comment on peut identifier un SMS comme personnel, ça me semble peut-être un petit peu compliqué. Mais la distinction avec les 2 autres illustrations, c'est que là, ils étaient en rapport. Il faut l'écrire en fait à chaque fois peut-être. J'anticipe peut-être une prochaine question. Ouais. Comment Non, j'anticipe peut-être une prochaine question que j'avais, mais la question c'était effectivement pour se prévaloir de tout ça, même pour un SMS, même si c'est bizarre, il faudrait commencer le SMS en mettant en majuscule personnel et ensuite développer son message, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Oui, puisque pour les mails privés dans l'objet, par exemple, ben là, ça peut être, je pense que c'est une très bonne idée de mettre privé. Alors attention, privé, ça veut dire, enfin, si ça constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, l'employeur pourra quand même les produire. Mais en tout cas, il ne pourra pas les consulter hors la présence du salarié. Oui. Donc là, dans notre cas, donc téléphone professionnel, non identifié comme personnel, mais dans ce cas-là, c'est que c'était en rapport avec l'activité professionnelle, puisque c'était des messages injurieux à l'égard du président. Donc il y avait un rapport avec l'activité professionnelle. Et la Cour de cassation a considéré que peu importe le fait qu'il n'ait pas été destiné à être rendu public. Donc là, on avait un manquement. Donc la production de ces échanges a été validée et on avait un manquement à une obligation du contrat de travail. On avait un abus de la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression, le salarié a une liberté d'expression, mais il ne faut pas que les messages soient injurieux, diffamatoires ou excessifs. Ce sont les limites à la liberté d'expression du salarié, au passage. Donc voilà pour cette illustration. Ensuite, quatrième. Ça a donc enchaîné, oui. Ça a découlé sur un licenciement pour faute grave. Alors oui, c'était un salarié qui avait été licencié pour faute grave, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait été licencié et ça avait été validé. Prochaine illustration, c'était cette fois-ci un compte privé Facebook installé sur l'ordinateur professionnel. Donc là, était en cause une capture d'écran faite à l'insu du salarié d'une conversation tirée d'un compte Facebook non fermé et installé sur l'ordinateur professionnel, conversation au terme de laquelle le salarié sous-entendait auprès d'une collègue, dans des termes insultants, que la promotion dont avait bénéficié un intérimaire était liée à l'orientation sexuelle de l'intérimaire et à celle de son supérieur hiérarchique. Alors là, les critères. On avait un compte privé Facebook installé sur l'ordinateur professionnel. Bon, c'était un compte privé. Donc là, c'était de nature privée. Mais la conversation n'était pas destinée à être rendue publique. Et donc, la Cour de cassation a considéré que ça ne pouvait constituer un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Donc là, on avait quand même un rapport avec l'activité professionnelle. Hein. On avait, puisque on faisait état d'une promotion facilitée par un supérieur hiérarchique, etc. Donc, il y avait un rapport avec l'activité, professionnelle. Mais là, on était vraiment dans un compte Facebook privé. C'était une activité privée qui devait rester privée, d'autant plus qu'elle n'était pas destinée à être rendue publique. Voilà. Cinquième illustration, c'était cette fois-ci des images issues d'un compte privé d'un réseau social. Donc c'était un compte privé, comme la dernière fois, comme le compte privé Facebook, issu d'un groupe Messenger privé. Et là, c'était une infirmière qui exerçait au sein des services d'accueil des urgences de nuit d'un hôpital, qui avait été licenciée pour avoir participé à des soirées arrosées au temps et au lieu de travail. Donc, soirées arrosées, l'infirmière était en maillot de bain, etc., au milieu des patients, vous voyez le tableau. Elle contestait la recevabilité de certaines preuves, comme des photos et des vidéos,
donc sur le groupe Messenger privé. Alors là, les critères. On avait un compte privé d'un réseau social. Là, il n'y avait pas de lien avec le matériel professionnel. C'était un compte en ligne, compte privé d'un réseau social, auquel a pu avoir accès l'employeur, je ne sais par quel biais. Critères, alors là, c'est là qu'on fait intervenir les règles de preuve. C'est-à-dire qu'il y a une balance des intérêts en présence, c'est-à-dire que là, on avait un contexte privé, des images privées, mais d'un autre côté, il y avait l'intérêt de l'employeur à la protection des patients, l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients. Et, autre point, on a considéré que ces images étaient indispensables au droit de la preuve, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de prouver ces manquements de la salariée. Donc voilà, donc intérêt supérieur légitime de l'employeur à la protection des patients, pas d'autre moyen de prouver, donc indispensable au droit de la preuve, et donc les preuves, ces preuves-là, même privées, ont été admises. Donc, du coup, illécéité du moyen de preuve, mais justifié par le droit à la preuve. Donc, on pouvait porter atteinte à la vie personnelle en raison de ces critères-là. Dernière illustration sur les messages. Alors là, cette fois-ci, c'était des messages personnels tirés de la messagerie personnelle qui avait été imprimés et posés sur le bureau du salarié. La question, c'était est-ce que l'employeur pouvait les consulter comme ils étaient sur le bureau du salarié, donc matériel professionnel, est-ce que du coup l'employeur pouvait les consulter hors la présence du salarié? Les critères. Message issu de la messagerie personnelle, donc privé. Même si c'est un support professionnel, ça reste comme le bureau, voilà, il s'était posé sur le bureau, mais ça reste privé. La production était possible si ils étaient consultés en présence du salarié. Donc c'est comme s'ils avaient été identifiés comme privés. Là, ils sont de nature privée, et donc l'employeur ne pouvait les consulter que en présence du salarié, en justifiant d'un intérêt légitime, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, etc., etc. Sauf que le salarié l'employeur n'avait pas utilisé cette procédure, et donc la preuve a été considérée comme illicite. Et donc, à contrario, si l'employeur avait utilisé la procédure qu'on avait énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire huissier de justice, un commissaire de justice, on les consulte en présence du salarié, etc., etc., à ce moment-là, la preuve était admissible, mais il fallait que les messages constituent un manquement à l'obligation du contrat, puisqu'un élément privé, tiré de la vie privée, peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, mais si cela constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat. Voilà pour cette première partie. Écoutez, si vous avez des questions, alors je vois qu'il y a pas beaucoup de questions. Il y a une question sur le replay. Je crois que le replay sera disponible juste après. Ensuite, je t'ai fait afficher à l'écran une question par rapport au droit fonctionnaire, à savoir le droit hospitalier. Alors, le droit hospitalier, c'est très particulier. Là, ce que je vous ai dit, c'est des règles issues du droit privé, c'est-à-dire du Code du travail, et régies par l'ordre judiciaire, des juridictions de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire cour de cassation, cour d'appel, conseil de prud'homme, etc. Dans le contexte public, là, on a des règles qui sont très différentes, donc je ne suis pas sûr que ça puisse être transposé. Alors, je ne connais pas les règles qui sont applicables en matière dans un contexte public. Tout à l'heure, sur l'infirmière en maillot de bain, je pense que ça devait être une clinique privée, en fait, et pas un hôpital public. Urgence de nuit d'un hôpital, mais en tout cas c'était un contexte privé, donc c'était peut-être une contractuelle, et donc une contractuelle dans ce cas-là c'est le droit privé qui s'applique. Si elle a été fonctionnaire, c'est peut-être probablement des règles différentes que je ne saurais vous exposer, puisque voilà, je pratique que le droit privé du travail. Voilà, écoutez,
Il n'y a pas Moi, je vais en avoir, d'autres questions. j'en ai peut-être, moi, du Oui. coup, puisque effectivement, on est donc 11 personnes sur YouTube, 40 personnes sur LinkedIn, donc on est un peu plus d'une cinquantaine. Je vous encourage, dans l'onglet commentaires, à pouvoir poser vos questions. On les fera afficher à l'écran comme la question de Sabi qui vient d'être posée. Moi, j'en avais une, Thomas, puisque, en fait, aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des outils de communication, en soi, ils ont, et ça prend même le pas, quelquefois, sur notre environnement professionnel, hein, puisqu'on est ultra connectés, conseillait aux salariés, donc en restant peut-être dans ce cadre privé, mais quel conseil tu as pour à la fois se protéger vis-à-vis du regard de l'employeur? En fait, je voulais savoir un petit peu comment tu pouvais conseiller les salariés dans leurs utilisations de ces messages interpersonnels ou non sur les outils professionnels. Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment absolument pas le faire? La question des conseils, les conseils pour préserver le caractère privé des échanges. Le caractère privé des échanges, en fait, il faut les classer dans un dossier de la messagerie comme privés. Voilà, même s'ils ne sont pas identifiés comme privés, ils peuvent être qualifiés de privés si les échanges n'ont pas de lien avec la vie professionnelle. Donc, on est quand même couvert. Mais bon, la meilleure précaution, c'est les échanges que vous considérez comme privés dans la messagerie professionnelle. Dans la messagerie professionnelle, les échanges que vous considérez comme privés, il faut les identifier comme privés. Ça ne veut pas dire que l'employeur ne pourra pas les consulter, mais il ne pourra les consulter que en présence du salarié, avec un commissaire de justice, etc. Donc ça va être plus compliqué, pour lui, et il ne pourra les exploiter que s'il y a un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Donc s'il y a des blagues entre vous identifiées comme privées, etc., entre salariés, aussi limites que puissent être ces blagues, s'il n'y a pas de lien avec l'activité professionnelle, si elles ne visent personne dans l'entreprise, elles ne pourront pas être invoquées. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment penser à identifier comme privé vos messages. Est-ce que la messagerie du CSE est considérée comme professionnelle et peut être consultée par l'employeur? Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, comme ça, j'aurais pas la réponse. Est-ce que la messagerie du CSE est identifiée automatiquement comme privée? Écoutez, je suis désolé, mais je ne saurais pas vous répondre comme ça directement. Écoutez, moi, parce que c'est une question qui est quand même intéressante et importante. Écoutez, moi, je vous propose, si j'ai la réponse, de l'intégrer dans la newsletter, comme ça vous aurez la réponse. Je regarderai parce que c'est intéressant et je regarderai. Je pense que de toute façon c'est rattaché à la nature même de l'activité de l'entreprise, puisque le CSE, même si c'est un organe à part entière, je pense qu'il est quand même directement rattaché à l'activité même de l'entreprise, donc consulté par l'employeur. Après, c'est une supposition et j'aurai pas tout de suite la réponse, mais effectivement, bonne question. Si c'est rattaché à la messagerie professionnelle de l'entreprise, c'est pas parce que c'est la messagerie du CSE que c'est obligatoirement privé, identifié comme privé. Donc, je pense qu'il faut l'identifier comme privé. Voilà, écoutez, voilà pour cette première partie. Donc, maintenant, quelques décisions importantes de ces derniers mois. Tout d'abord, il y a une question qui arrive. De mémoire, si le président du CSE est l'employeur, je crois qu'il peut, et là c'est coupé, mais qu'il peut avoir accès, j'imagine, à la messagerie. Donc oui, je pense que ce serait logique. Même si elle est protégée par le secret du CSE. Ouais, écoutez, ça c'est un point, je regarderai, on fera peut-être un petit point dans le cadre de la newsletter là-dessus, ça peut être intéressant. Alors, première décision sur la rupture conventionnelle. C'était une décision qui mettait en jeu la modification du formulaire sans l'accord du salarié, mais avec des circonstances un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'il y avait eu un refus d'homologation et l'employeur avait retourné à l'administration le formulaire modifié, donc l'employeur avait modifié le montant de l'indemnité,
mais à la hausse, parce que l'administration n'avait pas validé le formulaire, parce que l'administration regarde principalement si l'indemnité spécifique de rupture est au moins égale à l'indemnité conventionnelle figurant dans la convention collective. Donc l'administration calcule l'indemnité, et si l'indemnité convenue entre l'employeur et le salarié est inférieure, à ce moment-là, la rupture conventionnelle est retoquée et il faut tout recommencer, parce que là, l'employeur avait modifié, il avait renvoyé le formulaire en modifiant à la hausse l'indemnité, et donc l'administration du coup avait homologué, on n'avait pas recommencé la procédure, il avait juste modifié le formulaire sans en informer le salarié. L'administration avait validé la rupture, elle avait homologué la rupture, sauf que le salarié avait considéré que son consentement était vicié. Il y avait une modification de date, aussi de date prévue de rupture. Les délais ne devaient pas être bons, les délais sur le formulaire ne devaient pas être bons, donc il y a une modification de la date prévue de rupture, toujours sans en informer le salarié. Le formulaire avait été homologué, mais le salarié avait considéré que son consentement avait été vicié et il a agi en nullité de la rupture conventionnelle et il a eu gain de cause. Donc dans ce cas-là, même si il y a une modification en faveur du salarié et qu'il y a eu homologation, la rupture conventionnelle est sujette quand même à nullité. Il faut bien distinguer cette situation d'une autre situation où une autre décision, donc, où l'administration avait simplement demandé des explications sur certains montants de salaire. Donc, échange entre l'employeur et l'administration sur des explications sur le montant des salaires, mais sans modifier les montants mentionnés, donc sans modification. Et donc là, dans ce cas-là, la rupture avait été considérée comme valable et l'employeur n'avait pas eu à recommencer la procédure. Deuxième décision, alors très importante, surtout dans le contexte économique actuel, une décision sur le licenciement économique et en particulier sur les offres de reclassement. C'est-à-dire que évidemment, le licenciement pour motif économique du salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement a été tenté, lorsque le reclassement ne peut pas être opéré. Donc, vous avez un article du Code du travail qui dispose que les offres de reclassement doivent préciser l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, la classification du poste. Il doit y avoir tous ces éléments. Et s'il manque ne serait-ce qu'un de ces éléments, le salarié qui a ensuite été licencié peut contester son licenciement. Donc le salarié qui a refusé l'offre, du coup, et qui est licencié, peut ensuite contester son licenciement avec succès, puisque là, l'offre de reclassement a été libellée ainsi, c'était un poste de magasinière en mentionnant la localité, avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération. La Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas le nom de l'employeur, qu'il n'y avait pas la classification du poste, ni la nature du contrat, CDD, CDI, etc., temps complet, temps partiel, et donc les juridictions considéraient que l'offre n'était pas suffisamment précise. Voilà, deuxième décision. Ensuite, troisième décision sur... Je voyais Cédric oui. puisque du coup j'ai sa petite caméra qui scrutait c'est sûrement quelque chose sur lequel on va revenir par la suite. On travaillera avec Cédric sur une intervention sur les offres de reclassement liées à un PSE. Donc je le voyais scruter la slide, mais je pense qu'il pourra peut-être rebondir à la fin de ton intervention, Thomas. D'accord. Ensuite, donc vie privée, donc une décision sur le droit à la déconnexion. Là, dans cette affaire, c'était un salarié qui était en repos et l'employeur avait tenté de le joindre. Enfin, lui n'avait pas tenté de le joindre pour avoir son planning du lendemain. Il était dans son dernier jour de repos et il n'avait pas tenté de joindre l'employeur pour avoir son planning du lendemain. Et l'employeur avait essayé de le joindre, lui a envoyé des SMS, et le salarié n'avait pas répondu. Et donc, il s'était pointé le lendemain en découvrant son planning de la journée, ce qui a posé problème.
et le salarié avait eu un avertissement. La Cour d'appel avait validé ces avertissements. La Cour d'appel avait validé ces avertissements, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt en énonçant que le fait que le salarié n'ait pu être joint en dehors de ses heures de travail, là c'était sur le portable personnel. Donc la question qui reste ouverte, c'est si ça avait été sur le portable professionnel, qu'est-ce qu'il en aurait été? Mais je pense que la solution n'aurait pas été différente, puisque le critère c'était vraiment le fait d'être joint en dehors ou non en dehors du temps de travail. Donc la Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas pouvoir être joint en dehors des heures de travail, donc pendant les heures de repos, était dépourvu de caractère fautif. Donc là, c'est vraiment une décision rendue au titre du droit à la déconnexion. Nouvelle décision, c'est sur une demande tardive de congé sabbatique ou parental. Alors, quelles conséquences? Quelles conséquences pour le salarié? Est-ce que sa demande tardive de congé sabbatique ou de congé parental peut être admise? Est-ce que l'employeur peut la refuser en raison de ce caractère tardif? Eh bien, spoiler, la Cour de cassation répond non. L'employeur ne pouvait pas refuser. Donc d'abord, concernant le congé sabbatique, donc le salarié doit informer son employeur au moins 3 mois à l'avance de la date et de la durée du congé sabbatique. Et donc l'employeur doit y répondre dans un délai de 30 jours. Et à défaut, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Eh bien, pour la Cour de cassation, l'employeur qui ne répond pas à une demande de congé sabbatique est réputé accepter tacitement le congé, même dans le cas où le salarié a formé la demande hors délai. C'est-à-dire que l'employeur s'était dit, bon, il a formé sa demande hors délai, je ne vais même pas y répondre. Tout ça va partir dans les sables, etc. Non. La Cour de cassation dit que même si le salarié y a répondu hors délai, l'employeur qui n'y répond pas est censé l'avoir accepté tacitement. Sur le congé parental, c'est la même chose. Oui. Non. Sur le congé parental, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période de congé parental. Tu as bien entendu la question? Ça avait peut-être un petit peu sauté. Je voulais savoir... J'ai entendu AR. Oui, peut-être là, il y a une manière légale pour l'employeur d'y apporter une réponse. Ou ça peut être par exemple par la messagerie instantanée, ou ça doit être justement avec un AR. Comment il doit y répondre, l'employeur? Je pense que le mieux, c'est de procéder, alors soit par courrier remis en main propre. L'essentiel, c'est d'avoir, je ne suis pas sûr qu'il y ait des, que ce soit le courrier recommandé qui soit imposé. Il faudra voir le texte, mais là, je ne suis pas sûr que ce soit le courrier recommandé qui soit imposé, mais s'il n'est pas imposé, dans ce cas-là, 2 modes. Le courrier recommandé, on est sûr, d'avoir l'accusé de réception, et voilà, il faut avoir un accusé de réception, hein, c'est ce qui compte. Donc c'était l'intérêt du fax avant, mais bon, de toute façon les salariés n'ont pas de fax, hein. Voilà, mais du coup le mail, le problème c'est qu'il n'y a pas d'accusé de réception, et donc là ça peut vraiment poser problème dans ce genre de situation. Donc du coup, sauf si on demande un accusé de réception et que l'employeur est d'accord, clique sur accusé de réception, oui, etc. Donc, l'accusé de réception n'est pas automatique en matière de mail, hein. Donc, le mieux, c'est de procéder soit par courrier recommandé, soit par courrier remis en main propre contre décharge. Donc là, on a un accusé de réception. Donc, voilà. Après, peu importe si c'est hors délai, comme on l'a vu. Mais donc, privilégier les modes d'information de l'employeur avec accusé de réception, parce que du coup, l'employeur qui pourra dire, moi je l'ai même pas eu cette demande. Vous me dites qu'elle était que je l'ai acceptée tacitement, mais je l'ai même pas eu. Donc voilà, faut faire attention à ça. Sur le congé parental, donc là le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période de congé parental. Si cette période débute immédiatement après le congé maternité ou d'adoption, le salarié doit informer l'employeur au moins 1 mois avant le terme de ce congé. Et dans le cas contraire, l'employeur doit être informé au moins 2 mois avant le début du congé ou du temps partiel. Et donc là, même solution pour la Cour de cassation, mais assez extrême quand même, ne peut être refusée la demande de congé parental formulée seulement 5 jours avant la date prévue pour son départ, au lieu des 2 mois prescrits par la loi. Alors en matière de congé parental, de mémoire, l'employeur ne peut pas invoquer la perturbation de l'entreprise, contrairement au congé sabbatique, de mémoire. Et donc là,
là, on est dans une situation assez particulière, parce que là, le salarié formule sa demande seulement 5 jours avant la date prévue pour le départ, et l'employeur ne peut pas la refuser, il doit s'organiser tant bien que mal. Voilà pour cette actualité. Ensuite, dernière décision, c'était en matière là de discrimination. Donc là, c'était un salarié qui avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes tenus depuis des mois par certains supérieurs hiérarchiques. Par ses supérieurs hiérarchiques, donc sur le lieu de travail. Par exemple, il y en a il y a des propos racistes, il y en a un qui saluait tout le monde sauf lui, etc. Et le salarié avait écrit à l'employeur pour signaler ça. L'employeur n'avait pas réagi. Dans ce cas-là, la question, c'était de savoir si si l'employeur pouvait être condamné pour discrimination. Alors là, la difficulté, c'est que le salarié s'était plaint de mesures, des propos racistes à son encontre, discriminatoires, mais il ne se plaignait pas de mesures discriminatoires de l'employeur, puisque ce que n'avait pas fait, ce que n'avait juste pas fait l'employeur, c'est de ne pas y répondre, de ne pas y répondre. Et le fait de ne pas y répondre, ça constitue, selon la Cour de cassation, une mesure discriminatoire. Une mesure discriminatoire. Et donc, la Cour de cassation, là, il y a un système de double preuve qui joue, c'est-à-dire qu'elle a considéré que le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires. L'inaction de l'employeur a été considérée comme un agissement discriminatoire, et donc, il appartenait à l'employeur ensuite de justifier de ces actes par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Alors, il y a eu des réactions au fil de l'eau, notamment surtout par rapport au droit à la déconnexion. C'est vrai que ça avait pas mal fait réagir. Je ne sais pas si tu as pu voir passer ces messages, peut-être remettre la slide liée au droit à la déconnexion. Oui. Alors, on avait une première question qui était par rapport au fuseau horaire qui était peut-être différent. Est aux US, par exemple. Si l'employeur est aux US, ce qui compte, c'est les horaires. Alors, attention, parce que là, sur une activité internationale, on peut être sur des salariés qui sont en forfait jour. Vous voyez ? Et s'ils sont en forfait jour, il n'y a pas d'horaire strictement parlé. Donc, c'est peut-être plus souple, même si le salarié en forfait jour a quand même un droit à la déconnexion. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais c'est peut-être moins strict là, je crois que c'était dans cette décision, c'était un chauffeur qui, le chauffeur, il a des horaires bien circonscrits. Donc, on sait quels sont ses horaires et quels ne sont plus ses horaires. Sur une activité internationale par des cadres, employés aux US, etc., on va se caler sur les horaires français, c'est-à-dire que oui, mais l'employeur va pas avoir le droit de déranger, d'exiger que le salarié lui réponde en pleine nuit, quoi. Sauf astreinte, sauf suggestion particulière pendant une certaine période, sauf activité particulière. Attention, il faut, je mets des guillemets à tout ça, mais il y a aussi un droit à la déconnexion, mais dans ce cas-là, c'est moins circonscrit que dans notre décision, puisqu'on était sans doute dans le cadre d'un forfait jour. Une question de Laura Chambon. Serait-il possible d'aménager le droit à la déconnexion ? Aménager le droit à la déconnexion afin que l'employeur puisse solliciter d'un salarié qu'il se tienne informé de son planning, même pendant son repos hebdomadaire. Ça pourrait être une charte informatique, peut-être, sur le... alors à ce moment-là, soumise au CSE. Là, il faudrait voir si on est dans des matières qui peuvent ouvrir, qui peuvent donner droit à la négociation. Voilà. Est-ce qu'on peut négocier sur le droit à la déconnexion ? Là, j'ai pas la réponse comme ça, mais c'est le raisonnement qu'il faut tenir en tout cas. Est-ce qu'on peut aménager de manière conventionnelle le droit à la déconnexion de l'entreprise, conventionnelle ou unilatérale,
Là, j'ai pas la réponse comme ça. C'est une question qui peut se poser effectivement en fonction du secteur et en fonction de savoir aussi si on est dans un droit auquel on peut déroger de manière conventionnelle ou pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre question, quand une salariée est en arrêt de travail, mais elle travaille pendant son arrêt de travail pour une autre société, comment faire? Merci. Alors là, je ne pense pas que ce soit sur le droit à la déconnexion. En fait, il faut savoir que quand vous avez un salarié qui travaille pendant son arrêt de travail, il y a manquement aux obligations vis-à-vis de la CPAM. Donc là, il y a une problématique entre le salarié et la CPAM. Mais pour que ça puisse être un manquement à l'obligation de déloyauté, il faut que le salarié travaille dans une entreprise concurrente et soit payé. Donc une activité concurrente rémunérée. Donc il faut pouvoir prouver que le salarié mène une activité concurrente rémunérée. Et dans ce cas-là, il y a un manquement à l'obligation de déloyauté. Mais un salarié qui travaille, qui a une activité bénévole, par exemple, pendant un arrêt de travail, ou qui travaille pour une société qui n'est pas concurrente, eh bien, ça peut être surprenant, mais en tout cas, il n'y a pas de manquement à l'obligation de déloyauté. Il pourra y avoir un contentieux vis-à-vis de la CPAM par rapport aux IGSS. Là, il risque quelque chose par rapport aux IGSS. Et même par rapport à ça, j'avais une décision où il y a un salarié, donc là, ce n'était pas du travail, mais c'était du sport. Il avait fait, je ne sais plus, 25 compétitions de badminton pendant son arrêt de travail. La Cour de cassation a considéré que ce n'était pas un manquement à l'obligation de loyauté. Et d'ailleurs, faire du sport pendant un arrêt de travail, ça peut même être prescrit par le médecin du travail. Un arrêt de travail, ça ne veut pas dire je dois être alité toute la journée. Quand vous avez un arrêt de travail, notamment pour dépression, une manière de se soigner, ça peut être de faire du sport. Donc, c'est le fait de faire du sport pendant un arrêt de travail, c'est pas du tout contraire forcément aux obligations du salarié. Donc, voilà, j'espère que je réponds à votre question. En fait, là, par l'entreprise, plus accès au PV du CSE. Là, il peut avoir accès. C'est pas parce qu'il est en congé parental qu'il est déconnecté en fait de ses outils de travail, donc il peut avoir accès à l'intranet de l'entreprise. Donc non, je pense qu'un salarié en congé parental. Un salarié en forfait jour qui reçoit un mail d'info d'une réunion le mercredi. Et en fait, il l'a reçu la veille à 20h et donc il n'est plus dans l'entreprise. Est-ce que c'est considéré comme viable? Je pense que c'est ça. Ah oui, la réunion est à 9h et il reçoit le mail à 20h. Là, on est un salarié en forfait jour, donc c'est beaucoup plus souple. Je dirais que on est un peu à la limite. On est limite. Ce serait 22h, je vous dirais, là, on est dans le droit à la déconnexion. 20h, après, il faut voir quels sont les horaires habituels, l'activité habituelle les responsabilités du salarié. Ça s'apprécie en fonction aussi des responsabilités du salarié et de son amplitude habituelle en rapport avec ses responsabilités, Voilà, mais on est peut-être dans un cas un petit peu limite. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec toi, bonne suite de Thomas, par rapport à ton cadre d'activité, ton secteur d'activité, avocat en droit social, comment les élus de CSE peuvent te contacter et voir des sujets avec toi? C'est sur quel biais précisément? Vous avez mon téléphone que j'affiche ici. Vous avez mon mail. Vous pouvez me contacter par ce biais-là. Vous pouvez aussi m'envoyer un message LinkedIn. Il n'y a aucune difficulté, au contraire. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et merci en tout cas. Et puis, de toute façon, vous aurez le replay avec tout ça. Et puis merci d'avoir pu prendre le temps de préparer cette intervention, d'avoir pu accepter de prendre le micro près de la journée du CSE. On avait une grosse cinquantaine de participants avec quelques questions qui étaient très intéressantes, même si c'est toujours compliqué parce que ces questions sont très orientées sur l'activité même d'une entreprise. C'est un cas qui est souvent particulier, donc c'est souvent dur de se positionner. Mais en tout cas, merci à celles et ceux qui ont pu poser des questions et interagir avec nous. Je vais pouvoir donc à la fois te libérer, Thomas, mais surtout vous encourager, vous qui êtes toujours présent, à rester connecté en live sur la journée du CSE.
sur LinkedIn ou sur YouTube, puisque Cédric Delobény va pouvoir vous présenter un travail qui est très intéressant et très complet. Vous allez le voir sur le rôle du CSE dans le cadre d'un PSE. On avait vu un tout petit peu très brièvement les offres de reclassement proposées par l'employeur au sein des salariés qui sont du coup en situation de licenciement économique. Il y a beaucoup de choses qui vont être partagées. Mais en tout cas, Thomas, merci. Je verrai ensuite avec toi pour qu'on puisse construire ensemble la newsletter et redonner toutes les informations essentielles à celles et ceux qui n'ont pas pu tout suivre ou qui ont encore des questions. Mais en tout cas, merci et puis à très bientôt, Thomas.